Oh, trop beau. La dernière fois, on a déjà parlé de la déraisonnable efficacité du deep learning et on avait relié ça à la notion de fractal en mathématiques qui est d'ailleurs parfaitement illustrée par cette étonnante expérience de chimie sur laquelle on reviendra plus tard. Aujourd'hui, on va aller plus loin dans notre raisonnement en remplaçant les fractales par une notion qui me semble encore plus fondamentale, à savoir la profondeur logique de Bennett. Oui, parce que s'il y a un truc spectaculaire dans notre univers, un truc vraiment oufissime qui rend notre univers merveilleux, un truc plus incroyable encore que la relativité générale, que la mécanique quantique et que les vidéos de chats sur YouTube à la fois, pour l'informaticien que je suis en tout cas, c'est bien l'incroyable profondeur logique de Bennett de l'univers tel qu'il est aujourd'hui, ainsi que son énorme sophistication de Solomonoff. Mais on va s'arrêter sur la notion de profondeur logique pour aujourd'hui. Oui, parce qu'en plus d'être une source d'émerveillement sans fin, cette profondeur logique stupéfiante pourra bien être également la raison principale de la déraisonnable efficacité du deep learning. En tout cas, c'est ce que Rachid Guéraoui et moi avons suggéré dans cet article de recherche plein de conjectures qui me semblent vraies, quoiqu'elles soient très largement indémontrables. Bref, aujourd'hui, on parle de l'une des notions les plus fascinantes de l'algorithmique. Et pour commencer, on va parler un peu de cosmologie, et en particulier de l'histoire et du futur de l'univers. Ce qui est remarquable avec le début et la fin de notre univers, c'est que ces deux états sont remarquablement pas remarquables. Ils sont même incroyablement ennuyeux. Dans les deux cas, il s'agit d'un univers où rien d'intéressant ne se produit, car la seule description macroscopique pertinente de ces univers consiste à dire qu'il s'agit d'un mélange homogène de matière et d'énergie. Dans ces deux états, il n'y a pas d'être vivant. Pas d'être vivant, pas de cerveau. Pas de cerveau, pas de découverte mathématique. Et pas de découverte mathématique, pas de découverte mathématique. Et c'est quand même triste. Mais étrangement, entre ces deux extrêmes ennuyeux à mourir, l'univers est passé par une phase transitoire absolument fascinante, avec des filaments cosmiques, des galaxies autour de trous noirs supermassifs, des systèmes solaires quasi stables et même des planètes qui abritent des écosystèmes où interagissent constamment des êtres vivants, si divers et variés. Et sur certaines planètes, au moins une, il y a même des individus pensant à l'aide de cerveaux d'une complexité formidable, capables d'appliquer inconsciemment des approximations de la formule de Bayes et même de réfléchir consciemment aux conséquences de la formule de Bayes. Nous vivons dans une période fantastique de notre univers. Une période d'une complexité astronomiquement grande et astronomiquement rare. Une période d'une sophistication spectaculaire, éphémère et passagère. Ok, je pense qu'intuitivement, on est tous d'accord pour dire que notre univers actuel est particulièrement complexe. Mais est-ce qu'on pourrait dire cela de façon rigoureuse? Y aurait-il une quantification possible de la complexité intuitive de l'univers actuel? Quand il s'agit de mesurer l'ordre et le désordre de systèmes physiques, les physiciens ont tendance à rapidement évoquer la notion d'entropie. L'entropie d'un système, dit-on souvent, mesure son désordre. Sauf qu'en fait, ce n'est pas tout à fait le cas. Techniquement, ce que l'entropie mesure vraiment, c'est l'incertitude microscopique qui persiste, sachant une description macroscopique d'un système physique. Et ça ne correspond pas vraiment à ce que l'on entend usuellement par la notion de complexité d'un système physique. En effet, vous avez sans doute déjà entendu parler de la seconde loi de la thermodynamique qui dit que l'entropie de tout système fermé ne peut qu'augmenter. Et ça, on peut l'appliquer à l'univers entier, ce qui implique alors que l'univers a commencé à faible entropie et va atteindre un état de très grande entropie. Voilà qui ne colle pas du tout avec l'intuition selon laquelle la complexité de l'univers a émergé et va disparaître. Le physicien Sean Carroll et l'informaticien Scott Aronson ont décidé de collaborer ensemble pour formaliser et révéler les mystères de la notion intuitive de complexité de l'univers actuel. Et dans un merveilleux article, initialement erroné et corrigé par Lorraine Ouellette, qui a du coup rejoint la bande, Aronson, Carroll et donc Ouellette ont proposé 4 formalisations de la notion de complexité intuitive. La complexité du cône de lumière, la sophistication de Kolmogorov, la complexité apparente et donc la profondeur logique de Bennett. Bon, alors, la complexité du cône de lumière est un peu un truc de physicien, donc je vais laisser ça de côté pour aujourd'hui. La sophistication de Kolmogorov, c'est vraiment un truc génial, mais dans mon livre, je montre qu'il s'agit d'un cas particulier, d'un truc qui me semble plus fondamental et que j'ai appelé la sophistication de Solomonoff.
Et malheureusement ou pas, il me faudrait au moins un épisode dédié pour expliquer tout ça. La complexité apparente, elle, c'est un peu une approximation facile à calculer de la sophistication de Kolmogorov que Aronson, Carroll et Ouellet ont utilisé pour leur simulation. Enfin et surtout, la profondeur logique de Bennett, c'est la notion qui va nous intéresser aujourd'hui. Dernière chose avant de vous en parler, les trois auteurs ont montré que les quatre notions étaient intimement liées les unes aux autres, et donc on peut imaginer qu'il suffit à peu près d'être complexe selon l'un des quatre critères pour être complexe selon tous les critères, même si ce n'est pas techniquement toujours le cas. Alors, cette profondeur logique de Bennett, c'est quoi? Eh bien, la profondeur logique de Bennett, c'est une sorte de mesure de la subtilité algorithmique d'un état physique. Détaillons. Pour commencer, comme souvent en informatique, on commence par tout ramener à des données, c'est-à-dire une suite de 0 et de 1. Donc typiquement, si on était exhaustif, on pourrait décrire les positions et les vitesses de toutes les particules de l'univers à l'aide d'une suite de 0 et de 1. Ou si on est un peu plus paresseux, on peut prendre toutes sortes de photos, de sons et de vidéos de notre univers et les enregistrer au format JPEG, MP3 ou MP4. Bref, on obtient alors une longue suite de 0 et de 1. La profondeur logique de Bennett sera alors une mesure de la subtilité algorithmique de cette suite de 0 et de 1. Et pour mesurer cette subtilité algorithmique, on va d'abord chercher des descriptions plus succinctes de la suite de 0 et de 1. Typiquement, si on a une suite de 2 millions de zéros, on pourra efficacement la résumer en disant qu'il s'agit d'une suite de 2 millions de zéros. La description de la suite est ici beaucoup plus courte que la suite elle-même. Ok, juste pour vérifier que vous avez bien compris, si j'ai maintenant 1 million de zéros suivi de 1 million de 1, ben j'ai envie de dire, même combat. Que se passe-t-il maintenant si je prends une suite aléatoire de 0 et de 1? Eh bien cette fois je vais être bien embêté. En effet, les suites aléatoires ont justement la propriété de n'avoir aucune description succincte. En fait, la seule façon de décrire une suite aléatoire, c'est de la décrire chiffre par chiffre. On voit d'ailleurs avec cet exemple d'où vient la notion d'entropie. L'entropie de la suite aléatoire est très grande car elle ne dispose pas de description macroscopique précise. Vu de loin, une suite aléatoire de 0 et de 1, on ne peut pas en dire grand chose à part le fait qu'il s'agisse d'une suite de 0 et de 1. Il subsistera alors une énorme incertitude microscopique sur les valeurs précises des éléments de la suite, d'où la très grande entropie des suites aléatoires. Ok, prenons un quatrième et dernier exemple qui va être les 2 millions premiers chiffres du nombre de grammes, ce nombre gargantuesque dont on a parlé dans le premier épisode de la série sur l'infini. Cette fois, la suite obtenue sera facile à décrire exactement. Ok, on a donc vu 4 exemples. Alors intuitivement, selon vous, lesquels de ces exemples sont complexes? Lesquels ont des subtilités algorithmiques? Eh bien, l'idée de Charles Bennett, c'est de considérer que la subtilité algorithmique d'une suite de 0 et de 1 est le temps de calcul de l'algorithme qui génère cette suite de 0 et de 1. Le temps de calcul de cet algorithme est ce que l'on appelle la profondeur logique de Bennett. Ça correspond donc au nombre d'étapes de raisonnement logique nécessaires pour passer d'une description complète de la suite au calcul complet des éléments de la suite. Dans le cas du premier exemple, cette profondeur est très faible. Il suffit d'écrire 2 millions de zéros à la suite. Dans le second exemple, elle est évidemment encore très faible. De façon plus intrigante, dans le troisième exemple, la profondeur logique de Bennett est encore très faible. En effet, puisque la description exacte d'une suite aléatoire est la suite aléatoire elle-même, il suffit de copier-coller cette description de la suite pour déterminer les chiffres de la suite. Mais le quatrième exemple est plus étrange encore. En effet, bien que la description de la suite est très succincte, le temps de calcul nécessaire pour calculer cette suite est gargantuesque. Il semble en effet qu'il faille faire une grosse partie du calcul du nombre de grammes pour arriver à calculer cette suite. Or, ce calcul prendra un temps qui sera probablement de l'ordre de grandeur du nombre de grammes lui-même. Et même si on arrivait à diviser ce temps de calcul par un Googleplex, vu qu'un Googleplex est beaucoup plus petit que le nombre de grammes, c'est comme s'il restait encore, en gros, un nombre de grammes de calcul à effectuer. Ainsi, notre quatrième exemple a une grande profondeur logique de Bennett car il y a beaucoup de calculs algorithmiques nécessaires pour passer de la meilleure description de la suite aux valeurs des éléments de la suite. Ok, mais qu'est-ce que tout ça a à voir avec notre univers? Eh bien, la thèse que défendent Aronson, Carroll et Ouellet, c'est que l'univers a commencé avec une très faible profondeur logique de Bennett et qu'il finira avec une très faible profondeur logique de Bennett. Mais entre les deux, aujourd'hui, il possède la propriété extrêmement rare et précieuse d'avoir une énorme profondeur logique de Bennett. En effet, tellement de phénomènes de notre quotidien peuvent être compris à condition de requérir à d'énormes puissances de calcul.
En fait, l'importance même des technologies de l'information dans nos sociétés modernes vient de cette importance du calcul qui semble venir elle-même de l'énorme profondeur logique de Bennett de notre univers actuel. Aronson, Carroll et Ouellet vont même plus loin en suggérant qu'il s'agit là d'une propriété récurrente dans l'évolution de nombreux systèmes dont l'entropie est initialement faible. Et pour s'en convaincre, dans leur article, ils proposent d'étudier le mélange de lait dans du café. Mais on peut revenir à l'expérience de chimie réalisée par Brusicor à la Geek Touch il y a quelques mois pour profiter de ces belles images. Alors, il s'agit d'une réaction chronomètre à l'iode. Et bien sûr, le truc qui fascine, c'est que la réaction n'a pas lieu instantanément, même si elle a tout de même lieu rapidement. Bon, je passe les détails chimiques sous silence, mais vraiment, allez suivre Brusicor sur Twitter si ça vous fascine. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement dans cette vidéo, c'est le moment... là. Vous voyez ? Alors qu'initialement le mélange semblait très simple à décrire, un liquide homogène transparent, et qu'après il est tout aussi simple à décrire, un liquide homogène bleu foncé, il y a une phase intermédiaire pleine de subtilités algorithmiques, avec notamment plein de figures fractales. Eh bien, ce que les simulations d'Aronson, Carroll et Ouellet suggèrent, c'est que ces figures fractales intermédiaires ont une grande complexité apparente, ce qui suggère qu'elles ont aussi une grande profondeur logique de Bennett. Voilà qui boucle la boucle et suggère que la particularité fondamentale de l'état physique de notre univers actuel, le truc qui le rend absolument fantastique et plein de merveilles, c'est cette fameuse profondeur logique de Bennett. Et ça expliquerait la déraisonnable efficacité du deep learning. Oui, parce que du coup, ça suggère que les bonnes descriptions de notre environnement sont des descriptions pleines de subtilités algorithmiques qui requièrent un grand nombre d'étapes de calcul pour être transformées en prédictions. Or, seule la profondeur d'un réseau de neurones permet cette succession d'étapes de calcul que requiert tout bon modèle de notre univers. Notre univers semble donc nécessiter du deep learning pour être compris. Et ça, c'est une réflexion qui fait réfléchir, tant elle semble profonde. La dernière fois, on avait déjà essayé d'expliquer la déraisonnable efficacité du deep learning en parlant notamment des fractales. Et Antoine J demande si le cerveau humain est plutôt large ou profond. Eh bien, il a l'air déjà d'être pas mal profond puisque c'est précisément la profondeur du réseau de neurones humains qui a inspiré les chercheurs en intelligence artificielle et qui les a amenés à considérer des réseaux de neurones artificiels profonds. Alors, il y a même encore un truc un peu plus intéressant à noter qui est le fait que la profondeur, si on mesure ça en nombre d'étapes de calcul, eh bien potentiellement avec des réseaux récurrents, il est infini puisque le calcul peut boucler à l'infini. Bon, cette boucle à l'infini, comme on a déjà parlé dans un épisode précédent, ça pose beaucoup de problèmes, notamment au niveau de l'apprentissage, mais il y a fort à parier que tout bon algorithme doit avoir ce genre de boucle de rétroaction qui correspond, si vous faites je sais pas, du Python, à une boucle while ou à une boucle for. Ce genre de boucle est vraiment en fait omniprésente dans les logiciels que l'on utilise aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est possible que ce genre de boucle, qui peut être également programmé par des algorithmes dits récursifs, ce genre de récursion en particulier, semble quelque chose d'absolument fondamental, y compris pour le cerveau humain. Et c'est quelque chose dont Stanislas Dehaene parle un moment dans un de ses cours au Collège de France sur le cerveau bayésien, en parlant notamment de travaux de George Tenenbaum, un des experts en neurosciences, notamment tout ce qui est neurosciences proche du machine learning et notamment des idées bayésiennes, notamment dans son article avec d'autres co-auteurs. Tenenbaum suggère que apprendre à compter, c'est apprendre un algorithme récursif. En effet, quand on compte, notamment si on compte sur les doigts ou qu'on compte avec les doigts, genre 1, 2, 3, 4 comme ça, en fait, ce qu'on a appris à faire, c'est à faire en sorte que chaque mouvement du doigt soit associé à une étape algorithmique qui consiste à prononcer le prochain mot de la suite des nombres et à passer le doigt vers la chose suivante que l'on compte. Et cet algorithme que l'on apprend est un algorithme récursif puisqu'il consiste à dire prononce le nom du numéro auquel t'es lorsque tu pointes un objet et ensuite passe au suivant et répète l'opération. Et cet aspect est très récursif et le fait que le cerveau maîtrise ce genre d'opération montre qu'il est capable d'algorithmes très longs, potentiellement très longs. Après, le cerveau finit par fatiguer et puis il y a ces boucles LSTM qui font que sans doute il se force à oublier à certains moments un raisonnement qu'il est en train de faire.
mais tout ça suggère que le cerveau est au moins capable de faire pas mal d'opérations de calcul à la suite. Mais vu notre faible attention, notre faible capacité de concentration notamment, il est fort à parier que ce nombre d'opérations successives dont le cerveau humain est capable est en fait assez limité. En fait, c'est très dur de suivre toute une preuve mathématique point par point de A à Z. Typiquement, on a tendance à s'intéresser à un bout, à valider un bout, puis regarder un autre bout, valider un autre bout. Ça vient sans doute du fait que le cerveau humain est limité dans sa capacité à enchaîner les étapes de calcul. Bruno Bereau lui fait la remarque que ces notions de fractal dans des espaces de très grande dimension sont des choses qu'il a beaucoup de mal à visualiser. Bienvenue au club, c'est des objets très difficiles à visualiser, enfin impossible à visualiser intuitivement, et du coup il faut se restreindre à des opérations mathématiques, à des descriptions mathématiques de ces différents objets fractals. Le truc c'est que justement même ces descriptions mathématiques sont extrêmement compliquées, et ça revient à dire qu'en fait la complexité de Solomonoff-Kolmogorov dont on avait déjà parlé dans un épisode précédent, notamment de ce qu'est un chat ou de ce qu'est différents objets ou qui est l'ensemble des chats typiquement, ce sont des objets qui sont impossibles à décrire en peu de mots. Et tout ça fait que c'est très difficile à visualiser tout ça. Mais juste pour expliquer un petit peu plus le rôle du deep learning et son rapport avec les fractales, l'idée que j'ai essayé de défendre dans la vidéo précédente, c'est que le sous-ensemble des chats est vraiment un sous-ensemble des images, qui est sans doute un ensemble assez ouvert dans le sens où il va typiquement contenir des petites boules ouvertes, ce qui correspond à dire qu'en fait le concept de chat est robuste à des attaques par pixel ou par combinaison de changement de pixels. Du coup, c'est vraiment un sous-ensemble a priori et avec une certaine frontière. Et l'idée que j'ai essayé de défendre dans la vidéo précédente, c'est que cette frontière est sans doute une structure très fractale qui bouge beaucoup dans tous les sens. Et l'objectif du réseau de neurones, c'est un peu projeter cette frontière pour la rendre aussi, pour la défractaliser en gros, d'avoir une fonction qui sera donc le réseau de neurones, qui transforme cette frontière fractale bizarroïde en quelque chose idéalement qui ressemblerait à une droite, donc vraiment complètement la défractaliser, j'ai envie de dire, puisque la droite c'est vraiment le truc le moins fractal, on a envie de dire. En fait, même mieux que ça, plutôt qu'une droite, il faudrait que ça soit plus une espèce d'hyperplan dans un certain espace vectoriel de sémantique. Et l'idée c'est que cet hyperplan, en fonction de là où on est du côté de cet hyperplan, on est du côté chat ou pas chat. Donc cet hyperplan par rapport au réseau de neurones, ça correspondrait aux synapses entrantes et à la fonction d'activation du dernier neurone qui est le neurone responsable de la détection de chat ou de pas chat dans le réseau de neurones. Bref, tout ça pour suggérer le fait qu'un réseau de neurones doit être profond pour réussir à, d'une certaine manière, défractaliser les frontières fractales qui nous sont intéressantes et qu'on utilise en pratique pour, par exemple, parler des chats, à supposer bien sûr que le sous-ensemble des chats a une frontière fractale. J'espère que vous avez aimé cet épisode qui clôt toute la partie sur les réseaux de neurones. On en a bientôt fini avec cette série sur l'intelligence artificielle, il ne reste plus que 3 épisodes et les 3 derniers épisodes parleront pas mal de l'article que j'ai écrit sur le problème du value loading. En particulier, la prochaine fois, on va faire un titre très putaclic puisque je vous présenterai ma solution contre le changement climatique. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le liker, à le commenter, à le partager, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci aux tipeurs pour leur don et j'espère que vous serez là la prochaine fois. Peut-être que la notion de complexité structurelle, de complexité organisée, ça serait lié à la quantité de calcul présente dans un objet. Plus un objet va être structuré, plus il va contenir une sorte de trace qu'il est le résultat d'un long calcul. Charles Bennett a proposé une définition qui semble toucher le but. Et donc il propose la chose suivante, qui n'est pas du tout évidente. Hein. C'est pas du tout évident, c'est pour ça qu'on a mis tant de temps. La définition a été proposée qu'en 1977. Donc, ce qu'on appelle la profondeur logique de Bennett, et qui est une tentative pour exprimer cette notion de mesure de complexité organisée, c'est le temps de calcul du programme minimal, S étoile, qui produit S. The early universe was very smooth and very dense. That's low entropy and also extremely simple. The far future will be smooth again, but very dilute. That's high entropy and again, extremely simple. It's now, in the medium entropy middle, that things look complex. Stars and galaxies, and veins of minerals and rock, and swirling clouds, and amino acids, and proteins, and human beings, and cats. We are at the exciting, beautiful stage of the coffee mixing.